Oui. Oui. Je commence. Voilà, bonjour à tous, vous êtes bien sur MC Diagnostic, votre chaîne YouTube et Facebook, Instagram sur Namur. Aujourd'hui, donc, je suis au directeur de Namur, maison de la culture, de Namur de la province de Namur. J'ai l'honneur de recevoir des grosses têtes de la République du Congo et qui sont en tout cas bénéfiques pour la Belgique et pour le Congo. J'accueille en premier son aîné, en tout cas, M. Dudo Budo. Bienvenue sur ce plateau, merci de commenter, de me dire comment est-ce que vous suivez cette émission. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bien. Monsieur le journaliste, je vais très très bien. Merci sur MC, c'est bien trop bien, vous êtes bienvenue. Ok, merci beaucoup. J'ai l'internaute, déjà pour le deuxième aussi très important, pouvoir sur le plateau. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Voilà, merci. Voilà. Vous êtes tous les deux sur MC, j'ai l'honneur en tout cas de vous recevoir. Comment est-ce que vous allez en premier? Oui, moi je vais très bien, Oui. merci. Est-ce que vous voudriez bien d'abord vous présenter aux autres internautes de MC Pinocchio? Si, moi je m'appelle Roland Congolo, je suis fondateur de l'entreprise Léopard SRL. Léopard qui est spécialisé dans tout ce qui est conception et assemblage d'ordinateurs, donc de matériel informatique. Nous avons une marque d'ordinateur du même nom, Léopard, et qui est basée à Kinshasa. Et qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous orienter dans ce genre d'entrepreneuriat? Nous, au départ, c'était pour réduire la fracture numérique qui est très présente en Afrique, en RDC aussi. Et nous avons remarqué une tendance où il y avait beaucoup d'ordinateurs de seconde main qui étaient envoyés afin de pouvoir pallier à ces problèmes. Et ces ordinateurs créaient des déchets numériques. Et donc, pour pallier à ces problèmes, nous avons plutôt mis en place un système où il y a un lien entre nous, donc la diaspora, les compétences qui existent, ainsi qu'avec les compétences qui existent au niveau local, donc en RDC. Et nous avons mis en place cette usine, donc cette entreprise qui fabrique et crée des ordinateurs à Kinshasa afin de répondre à la demande locale. Vous êtes une plateforme congolaise en tout cas. Nous sommes une entreprise congolaise. Je vous félicite. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un tourne vers M. Dido, que vous connaissez surtout les Namurois. Comment vous allez pour des enfants? Je vais très bien. En tout cas, je suis très content de me retrouver à Namur. C'est vraiment ma ville. Et quelle thématique qui a fait tout simplement revenir à nous avec des motivations? Quelle thématique vous amène ici? Justement, c'est l'entrepreneuriat. Ça veut dire que ça fait quelques années qu'on s'est rendu compte qu'il fallait renforcer les capacités. Les capacités économiques, les capacités financières, pour que l'on vive moins les problèmes de racisme. Donc on a été en 2001 à Durban, dans une conférence réalisée par les Nations Unies, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a le problème de manque de justice, manque de reconnaissance et manque de développement. Et bien, nous sommes ici par rapport à l'entrepreneuriat qui colle par rapport au développement, qui est troisième thématique. En tout cas, MC Pinocchio figure dans cette démarche-là de pouvoir promouvoir. Alors on est ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est avec beaucoup d'honneur que j'ai souhaité en tout cas vous voir, à parler avec en tout cas des futurs employés, donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, MC Pinocchio conduit en tout cas ses idées, ses potentiels, comme on dit souvent, à développer. Et j'adhère en tout cas à la thématique. Parmi les options que vous proposez, c'est vrai, vous recyclez les ordinateurs, vous en créez. Est-ce que vous mettez aussi des logiciels ici dans... Notre logique, au départ, nous voulons plutôt créer une plateforme afin de pouvoir relier donc la diaspora et les locaux. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plutôt un problème en termes de support. Il y a, de notre côté, on trouve qu'il y a assez de génie pour pouvoir développer des logiciels. Mais il y a une question un peu plus économique, et parce qu'une industrie, ça coûte un peu plus cher. Et nous avons plutôt orienté nos forces, donc nos capacités intellectuelles, vers l'industrie, donc la fabrication directe. Et ensuite, nous créons un écosystème en fait, qui permet aussi aux créateurs, parce que nous ne voulons pas juste être acteurs nous-mêmes, mais nous voulons intégrer un peu toutes les personnes qui ont une capacité intellectuelle ou qui ont un génie en soi pour pouvoir développer ensemble avec nous l'évolution de la machine que nous avons mis en place. Je comprends. Est-ce que pour travailler avec vous, il faut être diplômé ou le minimum qu'il faut avoir? Nous partons plutôt dans l'aspect de pouvoir mettre en place, en fait favoriser l'intelligence, donc les capacités intellectuelles. Pourquoi je le dis, c'est que à mon expérience, nous avons eu une histoire où j'ai trouvé un jeune qui développait une solution. Donc il était en train de recycler en fait, des électroniques et puis il faisait des petites vidéos sur YouTube. Et j'ai essayé de le contacter, mais lorsque je l'ai contacté, le monsieur ne savait pas parler le français.
Et donc la première barrière pour moi, c'était de se dire qu'il n'avait pas les compétences, il n'avait pas été encadré dans une institution académique. Et lorsque nous avons switché en Lingala, nous nous sommes rendus compte qu'il avait les compétences, les capacités intellectuelles, mais il n'avait pas forcément les diplômes qui allaient avec. Et c'est qui, pour nous, dans notre politique interne, on se rend compte, bien sûr, que nous avons une valeur très, très, très importante autour de la formation et les diplômes, mais nous mettons un accent sur les compétences qui peuvent être accompagnées ensuite par un processus d'académisation que nous mettons en place dans... Voilà. C'est là, ça m'envoie vers les autres qui, je sais, lui, il est fort dans le domaine aussi, mais tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est Nations Unies, c'est votre bagarre. Est-ce que vous avez traité la question du racisme, la question de l'exclusion? Est-ce que cette question vous touche ou vous avez des solutions à proposer à cette société, à cette entreprise qui justement forme pour éviter de la discrimination que les jeunes? Oui. Prenons l'exemple qui vient de se passer il y a quelques jours, je crois que c'est il y a 2 jours, il y a eu quelques centaines de personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée, n'est-ce pas, qui venaient pour chercher refuge ici. Des projets pareils peuvent empêcher à ce que nos jeunes puissent quitter leur milieu naturel pour venir chercher je ne sais quoi ici en Occident. Et du coup, quand ils arrivent ici, j'habite à Bruxelles pour le moment, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui dorment même à même le sol. Ça fait très mal. Alors qu'on sait qu'on a, par exemple, au niveau de l'Afrique, tellement de richesses. La richesse humaine, il a dit là-bas, il y a des jeunes gens qui sont là, qui ont la volonté. Ils n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir une formation, je veux dire, élevée, mais ces personnes sont là, disposées. Il a dit qu'on il est dans la société, il réfléchit à cette question-là de formation. Ça, c'est notre dada. Donc, on est là dans le coaching, dans la formation. Moi-même, je suis psychopédagogue. Donc, je forme les formateurs. Donc, ce que l'on fait ici, c'est d'abord former les formateurs de façon à ce qu'ils aient, je veux dire, les outils pédagogiques, qu'ils sachent la méthodologie, comment aller récupérer les jeunes dans leur situation qui souvent est un peu, je veux dire, ambiguë. Parfois, il y en a qui disent qu'ils veulent, mais quand on leur donne la première possibilité, je donne l'exemple ici de l'agriculture, ça c'est notre cheval de bataille pour l'instant. On peut donner la semence aux gens, n'est-ce pas? Nous savons très bien qu'une seule graine peut par après apporter plusieurs sacs. Mais parfois, par manque de connaissances, ils vont même consommer la semence. Vous voyez? Alors, or, si on leur montre par A plus B que cette semence va faire d'eux des entrepreneurs. Ils vont semer, après 4, 5, 6 mois, ils vont récolter 5 fois, 10 fois, 100 fois, de façon à ce qu'eux-mêmes vont devenir des gens qui vont commencer à engager d'autres personnes. Vous voyez un peu tout ce que je veux dire? Et du coup, pas besoin de commencer à chercher à nager les océans pour venir ici en Occident. Et quand on arrive ici, on trouve déjà le problème de chômage. C'est là que parfois naissent ces problèmes de racisme. Vous voyez, hein? Parce que les autochtones ici vont dire mais vous venez chercher quoi ici alors que nous-mêmes on est en difficulté. Alors maintenant, oh oui, je suis incriminé par le problème du racisme. Je ne dis pas que j'excuse ces propos-là, mais par moments, c'est tellement difficile de se rendre compte qu'il y a des jeunes qui sont brillants, il l'a dit, mais qui, à un moment donné, il faut juste leur donner une occupation qui puisse les aider à devenir, dans la société, utiles. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, cher internaute, cher René, je ne sais pas si vous avez un autre mot à ajouter par rapport à cette question spontanée qui est sortie. Sinon, en tout cas, je voudrais vous libérer pour vaquer à vos activités quotidiennes. En tout cas, merci d'avoir... Merci à vous, en tout cas. On vous encourage pour le travail extraordinaire, parce qu'on sait que la communication, c'est la puissance. Merci. Voilà. Au travers de la communication, nous allons effectivement juste dire, notamment, la chose qu'on insiste, c'est nous sommes dans la décennie des personnes d'ascendance africaine. Beaucoup de gens ne le savent pas. Nous sommes dans la décennie des personnes d'ascendance africaine. Qui que vous soyez, où que vous soyez, du moment que vous avez une seule goutte de l'Afrique, eh ben vous êtes personne d'ascendance africaine. La décennie a commencé en 2015, elle se termine l'année prochaine en 2024. Vos projets, vos idées sont les bienvenus. Le monde entier doit vous accompagner et nous sommes là pour pouvoir vous donner beaucoup plus d'informations. Demandez à monsieur le journaliste, il pourra vous donner nos coordonnées, comme ça on pourra
vous accompagner. Ça sera noté dans le commentaire X en bas. Merci en tout cas, cher internaute, je l'abonné d'avoir été aussi patient. Je suis content pour mon vie quand elle dit. Merci beaucoup. Merci d'être venu en tout cas. Ok, merci. Oui, bonsoir. Comme on dit toujours, on sait toujours d'où on vient, il faut toujours savoir aussi où on va. Donc c'est important, voilà, on vient tous du Congo, la plupart d'entre nous ici, et comme je l'ai dit, sachons savoir d'où l'on vient pour pouvoir préparer l'avenir par rapport à la génération qui va nous suivre. Merci. Ok. On va les applaudir quand même, hein? Oui. Ils sont modestes, puisque Sali Saïsben et Moana Soleil s'occupent de tout ce qui est problématique des enfants, la jeunesse. Caravane pour la paix et la solidarité, nous luttons et dénonçons toute forme de violence faite aux femmes. Donc, vous voyez comment on se complète, puisque quand les enfants ne sont pas bien, les femmes ne sont pas bien, les hommes aussi. Donc, sans plus tarder, on va... je vais quand même, je ne sais pas, excuser messieurs les bourgmestres. Il a promis d'être là, monsieur Maxime Prévost, mais je ne les vois pas dans la foule. Donc nous, on commence. Sinon, c'était écrit sur l'invitation avec la présence de monsieur le bourgmestre Maxime Prévost. Voilà, Dito, je te donne la parole. Voilà, merci beaucoup, chère Béatrice. En tout cas, l'incontournable, et on est très content de son invitation. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver ici. Donc, on est quelques-uns. Il y a encore des amis qui sont en route, qui vont arriver. Elle a dit que je suis namurois, il est vrai. C'est la ville où je suis resté le plus longtemps possible. Je suis resté namurois de cœur, même si je suis par moment en Afrique, par moment à Bruxelles. Mais je sais que je suis namurois et je te remercie vraiment pour ton invitation. Voilà. Et du coup, comme le temps est vraiment assez court, nous allons vraiment tous participer à cette conférence parce que c'est un échange entre nous et vous. Il s'agit de la diaspora. Alors, non, ça va aller. Je me rattrape. Voilà, moi je suis Roland Congolo. Je suis basé à Bruxelles et je suis fondateur d'une entreprise qui est basée au Congo, qui fabrique des ordinateurs. Donc nous fabriquons des ordinateurs à Kinshasa, mais nous faisons aussi tout ce qui est recyclage. Voilà un peu. Je parlerai un peu plus de ce qu'on fait pendant la conférence. Ouais. Ne vous étonnez pas que je l'appelle mon bébé, mon fils. C'est ça qui est important ce soir. C'est montrer qu'on a la relève. Voilà. Merci. D'accord. Ok. Merci encore. Alors, comme on l'a dit, donc je suis Dido Mulumba. Pour l'instant, je vais présenter 2 ou 3 associations, principalement d'abord Air du Sud, avec lequel on a eu l'occasion de faire quelques activités ici à Namur, qui continue encore. Et maintenant, nous avons aussi l'association qui s'appelle PAD, Business Network. PAD, c'est pour dire People of African Descent. C'est par rapport à la décennie des personnes d'ascendance africaine, qui vient par rapport à la résolution de l'ONU, qui a été initiée en 2001 à Durban, en Afrique du Sud. Et on est là pour pouvoir en parler de façon à ce que vous voyez que les personnes de la diaspora travaillent depuis la nuit des temps. Je t'en laisserai un modèle ici. De façon à ce que d'où que l'on vienne, on doit certainement aller se ressourcer. Alors, la première question, elle va être posée évidemment à l'Assemblée. J'ai quelques petits cadeaux ici. Il y a toutes les informations des Nations Unies qui sont là-dedans par rapport à la décennie des personnes d'ascendance africaine. La première question, c'est quand est-ce que cette décennie se situe dans le temps? Elle commence quand? Elle se termine quand? C'est lui qui répond, je lui donne la clé USB, il y a toute la documentation dedans. La décennie des personnes d'ascendance africaine, qui est là selon la résolution de l'ONU. Elle commence quand? Elle se termine quand? 2015. Entre 2015 2020. Oui. 2013, 2023. 2015, je sais pas loin.
Donc ça, c'est déjà bien parti. Et la chanson de Sœur Bonne Amie, il y a quelques temps aussi. J'étais là. Moi, j'étais là. Bon, on va féliciter. Ils n'ont pas dit la date de fin. Donc, c'est de 2015, tu donnes ça à Tito, à 2024. Bravo à eux, on va les applaudir. Voilà. Il y a encore d'autres cadeaux, parce qu'on doit tous travailler. Par contre, ces cadeaux-là, c'est le plus grand cadeau. Il y a non seulement la clé USB, mais il y a aussi ce bloc-notes. Il y a des photos, donc des images qui illustrent un petit peu ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, de façon à ce que nous puissions nous remémorer par rapport à tout ce qui est de la décennie. Alors, celui qui va aussi beaucoup travailler aura aussi ce manuel-là. Il y a toutes les images et les informations qui sont là-dedans. Alors, la diaspora. D'abord, est-ce que quelqu'un peut nous dire un peu, brièvement, de quoi il s'agit? Vous voyez, on donne la chance aux autres. Un exemple de la diaspora, par exemple. Voilà. Donc je sais que vous le savez, mais vous n'osez pas. Voilà. C'est pas catholique, moi je peux penser que, je me dis pardon, qu'on peut définir la diaspora comme étant l'ensemble de la population d'un pays ou d'une contrée qui ne vit pas dans sa contrée d'origine, qui vit à l'étranger, à dehors de cette frontière. Voilà, félicitations messieurs, on va vous applaudir parce que c'est exactement ça. Alors, nous avons tous en mémoire l'exemple de la diaspora juive, n'est-ce pas? La diaspora arménienne notamment, la diaspora sénégalaise et la diaspora libanaise. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez d'autres exemples? Parce que c'est très important ce qu'on est en train de dire ici. La diaspora indienne, la diaspora congolaise, merci beaucoup la diaspora chinoise. Partout où je vais, on trouve Chinatown, on va ici Chinatown. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont liées par leur origine, qui sont liées aussi par la langue, leur culture, leur religion aussi, coutumes et tout ça. Bravo à vous-même, c'est très bien. Voilà. Alors, du coup... Mais il faudrait ajouter aussi l'origine du mot, l'étymologie diaspora. Voilà. Comme la diaspora vient du mot latin, diaspora qui veut dire dispersion, qui veut dire que le mot en soi dit tout. C'est des peuples qui sont dispersés dans le monde et ça constitue la diaspora. Voilà, donc il y a aussi cette explication-là qui est valable. Par rapport maintenant à l'étymologie, donc l'explication de la diaspora, il y a aussi ici, on parle du terme qui vient du grec, spiro, qui veut dire je sème. Donc il désigne habituellement les populations chassées de leur pays, qui entretiennent donc les liens affectifs, culturels, économiques, politiques, etc., etc. Pas forcément le peuple chassé, mais il se trouve parfois qu'il y ait des gens qui décident de quitter une contrée pour aller dans une autre contrée. N'est-ce pas? Une fois que ces personnes arrivent là-bas, ces personnes entretiennent des liens. N'est-ce pas? Alors, ici, dans notre cadre, il va être question de 3 thématiques. On parle de la conférence qui a eu à l'ONU en 2001 à Durban. Les gens sont venus du monde entier pour pouvoir parler des thématiques qui concernaient donc tout ce qui est la xénophobie, le racisme et tout ce qui est relatif à ça. Alors, après une semaine de travail à Durban, on s'est rendu compte qu'il y a 3 thématiques donc se trouvent là. Problème de justice, problème de reconnaissance et problème de développement. En ce qui nous concerne, nous allons beaucoup plus parler du développement. Ça veut dire des projets que les personnes de la diaspora ont pour pouvoir être en lien avec leur communauté d'origine.
Et du coup, on vous a parlé donc des personnes qui ont des activités, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'informatique, et ainsi de suite. Au niveau donc de notre fondation PAD, People of African Descent, nous nous occupons de toutes les personnes d'ascendance africaine qui se trouvent dans le monde entier, mais pas que les personnes d'ascendance africaine, mais aussi les personnes qui sont amies, qui sont familles des personnes d'ascendance africaine selon la résolution 68-237 des Nations Unies. Et pourquoi est-ce qu'il a été question de mettre cette décennie? Parce que depuis des années, on s'est mis à poser la question de savoir si on pouvait arrêter un peu un moment pour voir, éventuellement discuter, trouver les éléments qui sont importants pour la communauté. C'est comme ça qu'on a des exemples. C'est Roland, hein? Roland, ouais. Exactement. Des personnes qui disent, voilà, je vais aussi rester en contact avec ma communauté des bases. Il y a des personnes qui sont aussi dans l'agriculture. Par exemple, c'est la priorité pour le moment, parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des gens qui investissent dans l'éducation. Il y a des personnes qui investissent dans plusieurs domaines. Mais la chose la plus importante, c'est d'abord commencer à investir où on se trouve. N'est-ce pas? Ici, par exemple, on a plusieurs communautés qui sont ici. C'est investir d'abord et respecter l'endroit où on est, respecter donc les lois, essayer de s'intégrer sans se désintégrer. Mettons-nous d'accord. Hein? Donc, quand on s'intègre, ça veut dire on s'adapte par rapport aux coutumes, par rapport aux lois, par rapport à tout ce qui est relatif à l'emploi, ainsi de suite, mais faire en sorte de ne pas non plus couper les racines d'où on vient. Parce qu'on se rend compte parfois que les personnes qui ont la possibilité de pouvoir très bien s'intégrer, même trop bien s'intégrer, sont parfois un peu perdues, malheureusement. Il faut vivre pour le voir. J'ai eu l'occasion de voir des personnes qui, j'étais dans une conférence au Suriname, j'ai rencontré un monsieur, et je termine avec ça, qui, à un moment donné, on lui parle, on dit, mais ne serais-tu pas quelqu'un de telle région de l'Afrique? La personne dit, quelle région? Ben, je lui dis, la région X. La personne se met à pleurer. Et pourtant, c'est un grand avocat. La personne nous dira ceci, ça fait des années depuis qu'il est né, qu'il essaie de savoir quelle est son origine. Mais quelqu'un qui a étudié des grands diplômes, un grand avocat à Londres, et du coup, moi personnellement, ça m'a touché, je me suis rendu compte que les racines sont très importantes. D'accord? En même temps qu'on s'intègre, et on essaie d'éviter de se désintégrer. Pourquoi? Parce que quand on est coupé avec les racines, à un moment donné, on peut commencer à dessécher et puis ne plus savoir effectivement où on va. Je crois qu'il y a des chansons qui disent ça. Hein, si on ne sait pas d'où on vient, on va se perdre quelque part, quoi, en fait. Et c'est très important. On est déstructuré. On est déstructuré, quoi. Voilà. Des exemples, il y en a tout plein. Des personnes qui sont parties investir dans leur pays d'origine. Alors, rapidement sur le plan international, avant que je ne passe la parole à Roland, j'aimerais vous poser deux questions d'abord. La première question, je vais vous donner rapidement quelques noms, et vous allez voir que c'est très facile, mais en même temps, pas si facile que ça. Des gens qui investissent, qui sont devenus à un moment donné suffisamment outillés en termes de matériel, argent, ainsi de suite, qui sont même à la tête au niveau mondial, n'est-ce pas? Nous avons ici dans le désordre Jim Walton, Charles Koch, Mark Zuckerberg, Larry Page, et puis Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, John Mars. Ce sont tous des noms, il y en a 20 à peu près. Qui est-ce qui peut me dire le top 3 des millionnaires milliardaires de ce monde? C'est qui? Il y a une centaine. Bravo à ce monsieur-là. J'étais loin de m'imaginer que vous allez... Donc, effectivement... Pardon?
Oui, très bien. En tout cas, on va quand même t'applaudir parce que je ne pensais pas que j'allais trouver tout de suite. Voilà. Très bien. Ça montre effectivement des gens qui ont pu travailler, accumuler donc des richesses et être un peu comme ce qu'on peut dire des modèles, surtout pour la jeunesse, en termes de quand les jeunes veulent travailler et pouvoir créer de la richesse, il faut qu'il y ait des modèles, hein, le mentoring. Alors, maintenant... Qui est-ce qui est? Vous êtes sûr? Ah, ok. Donc, réfugié, on va dire, plutôt, pas économique, mais réfugié. Voilà. Réfugié fiscal. Je vous fais passer rapidement, donc, ces images-là. Qui est-ce qui peut? Tu veux bien faire passer un peu? Alors là, ce sont les top 20 de la... Donc des personnes... c'est pour juste faire circuler. Les plus riches d'Afrique. D'accord? D'Afrique. Donc vous avez les images. J'aimerais que vous puissiez me dire... Ce sont des présidents, quoi. Non, pas les présidents. Non. Il y a des... Parfois, il y a des présidents, et même souvent, il y a des présidents qui sont, je vais dire, juste en train de travailler parce qu'il y a les multinationales qui sont là, quoi. Alors, j'aimerais juste que vous me disiez un peu, parce que vous avez même les images, si vous reconnaissez quelques personnalités là-dedans, des milliardaires africains. Je ne fréquente pas ce monde. On ne fréquente pas ce monde-là. On ne fréquente pas ce monde. Bon, je vais vous décevoir. On a dit tout à l'heure qu'il y a aussi le lien économique, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui, notamment, sont allées dans les métropoles. Et puis, ces personnes ont eu une certaine expertise. Nous avons notamment notre jeune frère ici, Roland. On ne peut que souhaiter qu'un jour il soit millionnaire. Pourquoi? Parce que plus on en a, plus on peut aussi partager. Vrai ou faux? Vrai. On ne fait pas... Si on est pauvre, on ne sait pas aider les pauvres. Alors? Non. Vas-y, parce que ce que tu as dit est très important. Ouais. J'ai dit, si on est pauvre, on ne peut pas aider les pauvres. On va être tiré vers la pauvreté. Donc, il faut des moyens. Et l'argent ne doit pas être tabou. Mais si l'argent va nous empêcher d'avoir les pieds sur terre, voilà. Et l'argent aussi ne doit pas motiver notre engagement. Quoi que. Oui. Bon, pourquoi est-ce qu'on met un peu l'accent là-dessus? Parce que une fois qu'on a eu l'occasion d'augmenter un peu, on va dire, de renforcer les capacités économiques d'une famille, d'une personne, il y a un peu moins de racisme qui se vit donc dans la communauté. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. C'est quand on a augmenté un peu la capacité économique, matérielle et tout ça, on vit moins le problème de racisme. Donc ça a été prouvé, et ainsi de suite. D'où, troisième thématique, le développement. Nous mettons l'accent là-dessus de façon à ce que on passe par l'entrepreneuriat, on passe par tout ce qui est le coaching pour pouvoir essayer d'augmenter un peu les capacités économiques de façon à moins vivre le problème de racisme. On est ici pour pouvoir travailler par rapport à la décennie donc, des personnes d'ascendance africaine pour sortir de cette problématique. Alors, vous avez entendu parler de Aliko Dangote? Oui. Il a fait quoi? Ah ben, c'est lui, c'est la première fortune d'Afrique. Ah bon? Oui. Ce n'est pas une femme? C'est un monsieur. Donc, comme c'est le siècle des femmes, je pense que ça va être certainement le tour. Parce qu'il est vrai, hein, c'est pas pour rigoler, quoi. Pour le moment, on s'est rendu compte de plus en plus, quand on donne le pouvoir aux femmes, elles gèrent mieux, et on est en train d'espérer aussi que ça soit aussi le pouvoir économique. On a eu une fois, je vous donne juste un bête exemple,
dans la région de Fizi. Donc on est dans le projet avec mon ami Yohan qui est là. Un jour par mois, un seul jour par mois, on a donné les responsabilités, toutes les responsabilités aux hommes que nous sommes, aux papas, en disant c'est ce jour-là que vous allez être le boss partout. Vous allez vous occuper de préparer les enfants, de faire la cuisine, aller déposer, aller à la banque, ainsi de suite. Alors, l'expérience qu'il y a eu après 3 mois, les hommes ont dit « Merci beaucoup pour cette expérience, on va arrêter ici, on comprend un peu mieux qu'une femme est multitâche. Elle peut être en train de faire à manger et en même temps corriger les devoirs des enfants ou à recevoir ainsi de suite. » Et du coup, ça c'est l'expérience qu'on a eue en Afrique. Donc Yohan est là pour pouvoir vous dire dans l'association qu'on a travaillé Midiloc et les frères Mas. Et depuis lors, cette expérience fait que il faut absolument, à l'heure d'aujourd'hui, vous rendre compte que quand vous avez une fille à la maison, il faut l'encourager s'il vous plaît. L'envoyer à l'école, lui donner les moyens de façon à ce que, comme on sait qu'elles ont beaucoup plus de capacités, d'aptitudes pour pouvoir faire beaucoup de choses à la fois, elles vont certainement être complémentaires, si pas mieux, pour pouvoir aller de l'avant. Je reviens maintenant par rapport, et je termine avec ça, je vous donne juste les noms. Et je passe après la parole à notre frère Roland. Aliko Dangote est dans tout ce qui est ciment. Ciment. Oui. Vous voyez? Après, vous avez John Peter, donc certainement sud-africain. Vous avez Niki Opener, Nassef Sawiri, Mike Adenuga, jusque 20. Alors, j'ai juste besoin de vous dire que dans les 20, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Ça, c'est déjà un peu triste, mais on va essayer de se battre pour que les femmes récupèrent vraiment le pouvoir, pas seulement politique, mais surtout économique. Mais pas que ça. Mais il y a aussi le fait que vous allez regarder, et je suis très fier, très content de nos frères nigérians, dans les 20, il y a au moins le tiers, sinon presque, pas la moitié, mais en tout cas, un bon tiers, ce sont nos frères du Nigeria. N'est-ce pas? Il n'y a pas... non, il y a aussi beaucoup de Sud-Africains. Vous voyez? Il y a aussi... voilà, je termine par les Sud-Africains, mais il n'y a pas des Congolais. Hein? Il n'y a pas de... Le Congo est en guerre depuis 30 ans. Voilà. Mais si on pose la question, quel est le pays le plus riche en Afrique? La réponse est? Le Congo. Alors. Ok. Il y a des nuances, hein? Potentiellement riche et tout ça. Alors. Oui. Alors, tout ça, c'est pour pouvoir nous encourager tous à dire que le fait que c'est potentiellement, mais ça peut devenir aussi effectivement. Mais ça passe par des thématiques comme les thématiques que nous avons ici. Ne dites pas, ce monde-là ne m'intéresse pas, parce qu'on est tous dans le même bateau. Nous devons nous encourager les uns les autres, de façon à ce que nous puissions entretenir de bonnes relations, l'endroit où nous sommes, nous puissions investir où nous sommes, n'est-ce pas, apprendre et puis aussi communiquer, mais surtout faire en sorte que nous puissions rester vraiment en contact avec nos pays d'origine, parce que c'est là nos racines. Des exemples sont là par milliers, mais nous allons commencer par l'exemple de notre jeune frère Roland, à qui nous allons passer la parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà. Merci pour l'échange qui était très enrichissant et qui en soi précède un peu ce que nous avons comme exemple sur terrain. Donc, comme j'avais dit, je suis Roland Congolo, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Léopard. Nous fabriquons des ordinateurs au Congo. Je vais d'abord commencer par vous donner la machine ici. On va faire circuler pendant que je suis en train de parler. Là. Vous allez juste circuler comme ça. Non, juste... voilà. Donc, ici, dans l'exemple de la diaspora, moi, je suis né au Congo. Et ensuite, j'ai grandi en Norvège.
et ensuite je suis venu en Belgique pour faire mes études. Donc mon expérience, on va dire intellectuelle ou bien de la vie, a été basée sur tous ces différents échanges que j'ai eus entre ma culture, donc le Congo, l'expérience que j'ai eue pendant mon enfance, l'expérience que j'ai eue pendant ma période en Norvège, ainsi que l'expérience académique que j'ai eue ici en Belgique. La petite histoire, l'idée de pouvoir créer l'ordinateur ou de pouvoir créer cette usine d'ordinateurs est venue du fait que lorsque je suis venu étudier en Belgique, j'étais en même temps en train d'étudier en Norvège. Et le seul lien que j'avais entre les deux universités, c'était mon ordinateur. Et donc, partant de cette expérience personnelle, je me suis rendu compte aussi du problème qui existe chez nous, donc dans mon pays d'origine, au Congo, par rapport à l'accès à l'éducation. Il y a pas mal d'étudiants qui viennent ou cherchent à venir en Europe pour pouvoir étudier. C'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde. Or, avec des outils informatiques aujourd'hui, c'est très accessible d'être loin de l'université que l'on souhaite étudier, pourtant avoir l'éducation et la compétence que l'on souhaite. Et au départ, nous avons pensé pouvoir développer plutôt une plateforme, mais nous nous sommes rendus compte que c'était difficile de pouvoir développer une plateforme lorsque on n'a pas d'ordinateur sur place. Alors, nous avons plutôt essayé de faire le chemin inverse. Nous nous sommes mis en équipe ensemble avec des étudiants ingénieurs et des ingénieurs ici en Belgique, en Norvège, mais aussi avec des locaux, donc au Congo. Et nous avons essayé de pouvoir réfléchir autour des problématiques qu'eux rencontraient sur place. Donc il y a deux éléments que nous avons vraiment essayé de travailler autour. C'était premièrement la question d'autonomie, parce qu'il n'y a pas d'électricité, c'est encore jusque-là, il y a 9% de la population qui a accès à l'électricité. Nous avons essayé de travailler sur les questions environnementales autour de la chaleur. Donc nous avons voulu que l'ordinateur que nous allons développer doit être adapté dans les milieux dans lesquels nous sommes en train d'être utilisés. Nous avons aussi touché l'aspect environnemental par rapport à l'aspect recyclage, parce que par rapport à la fracture numérique, ce qui se passe, c'est qu'on envoie parfois des ordinateurs usés de l'Europe qui vont être utilisés en Afrique, dans le cas ici au Congo. Mais ce qui se passe, c'est qu'on donne une vie à court terme, et lorsque ces ordinateurs s'abîment, ils deviennent juste des déchets qui polluent la nature. Et nous, en créant une usine sur place, nous avons créé tout un écosystème où, premièrement, nous avons créé de l'emploi. Il y a un transfert d'intelligence qui part, bien sûr, des connaissances que nous avons acquis en étant les enfants de la diaspora, on va dire ça comme ça, mais en mettant en lien avec les compétences qui sont sur place. Nous avons créé une usine donc, qui crée de l'emploi, qui fait le transfert d'intelligence. Nous avons créé un produit qui est adapté à l'environnement, dans l'environnement dans lequel il est en train de vivre, donc par rapport à l'autonomie et par rapport à la chaleur. Et nous avons aussi mis en place un mécanisme de service après-vente qui garantit au fait la longévité du produit. Donc en même temps, nos produits que nous produisons sur place ont une garantie de vie un peu plus longue que celle qu'on a l'habitude d'utiliser. Et de l'autre côté, nous utilisons des matériels qu'on envoie, donc les ordinateurs de seconde main, pour les retravailler et travailler sur du recyclage. Bon, on parle plutôt du upcycling, ça veut dire prendre une machine et le changer d'usage. C'était peut-être un ordinateur, maintenant on peut le transformer en une machine all-in-one ou on peut le transformer en panneau publicitaire ou autre chose. Donc ce qui, de manière globale, nous permettons ou nous facilitons les transferts d'intelligence entre la diaspora. Dans l'exemple qui a été donné ici, l'expérience que nous avons eue ici nous a permis et nous a donné une base qui permet à ce que nous puissions travailler ensemble avec ceux qui sont sur place, créer un système qui offre la possibilité autant pour ceux qui sont encore ici à la diaspora de pouvoir échanger, mais aussi ceux qui sont restés sur place de pouvoir se développer. On va un peu plus loin dans notre collaboration parce que nous sommes en collaboration avec des ASBL ici, entre autres Moine à Soleil. Nous espérons avoir des collaborations avec des institutions plutôt autour de la ville de Namur ou encore avec l'université de Namur.
par rapport au fait que nous travaillons sur un projet d'usine avec une capacité de production un peu plus grande. Et l'endroit où nous avons choisi de pouvoir placer l'usine, c'est dans la province du Congo central et dans une ville qui s'appelle Inkisi. Et il y a beaucoup de similitudes avec Namur, entre autres la rivière, qui pour moi est un élément important et qui crée un peu un lien de deux villes par rapport à l'innovation, par rapport aux problématiques qu'on a eu à explorer lors de la dernière conférence autour de la question de digitalisation. Et c'est un peu autour de ça que nous travaillons et c'est dans la suite les compétences de la diaspora qu'ils ont par rapport à ce qu'on a acquis, qui sont mis en place autant au service du pays ou de la ville qui nous accueille, mais aussi par rapport à nos origines et au peuple avec qui nous avons des liens culturels ou linguistiques qui resteront toujours là. Voilà un peu. Super, très bien. Je crois que vous avez là vraiment un petit résumé, puisqu'on ne pouvait pas amener toutes les associations ou les personnes qui font des histoires dans leur pays d'origine. Par rapport à la caravane pour la paix et la solidarité, par exemple, dans nos statuts, nous avons les deux volets. Les volets nord où on s'occupe des femmes migrantes, mais les volets sud où on s'occupe des femmes en République démocratique du Congo, dans des zones où il y a la guerre. Mais aussi, ne vous étonnez pas de voir les drapeaux congolais sur les ponts qui relient Namur et Jam. Bravo. Je ne sais pas si vous avez déjà fait. J'ai vu ça, j'étais très fier. Oui. C'est puisqu'en 2001, on a négocié le jumelage entre Namur et Massina. Massina qui est l'une des communes de Kinshasa, une des communes les plus pauvres. Donc ça dure longtemps. Donc c'était un jumelage qui va très très bien, mais qui a été négocié par une citoyenne de la diaspora que je suis. Dommage que les bourgmestres ne sait pas venir en parler. Mais c'est, rien que pour ça, félicitations. Rien que pour ça, à notre actif, nous avons aussi le jumelage entre Gemel-sur-Sambre et Badira. Et là, c'est vraiment ma commune natale. Et nous faisons beaucoup de choses. Gemel a déjà équipé une maternité là-bas. Et Gemel accompagne les femmes qui s'occupent de l'environnement. Gemel et la province de Namur nous ont aidés, mais avec le gouvernement du Congo, à acquérir un terrain de VDA où aujourd'hui nous avons mis une guest house et on cherche avec Wallonie-Bruxelles comment construire un centre d'éducation permanente pour les femmes. Donc c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. On ne peut pas manger les frites tranquillement ici quand il y a la guerre dans la zone des Grands Lacs. Et on ne peut pas être heureux quand l'Afrique ne va pas bien. Donc merci beaucoup Tito, merci beaucoup Roland. Vous nous donnez vraiment l'espoir. Je vais ramener les micros vers le public. Peut-être dans l'Assemblée, il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose pour son pays d'origine. Je vois là une grande dame que j'ai déjà croisée qui s'occupe de promouvoir sa culture via la musique chrétienne ou je ne sais pas quoi. Je t'avais croisé un jour, tu peux en parler 2 minutes, parce que je sais que tu peux aller mais 2 minutes. Ah oui. On s'est déjà croisé quelque part. Oui. Oui. Bon, je m'occupais d'une émission de radio RCF, dans le Mélodie du Soleil, mais je ne suis plus là. Mais je m'occupe beaucoup de musique et voilà, je vais vous annoncer que l'ensemble Moros, donc c'est quelque chose dont je suis très très content de pouvoir les aider. C'est la musique de réduction jésuite. Donc ce sont des Indiens qui habitent en plein milieu de la forêt amazonienne et qui chantent la musique baroque de l'époque de réduction jésuite d'une façon vraiment extraordinaire. Ils vont venir à Namur le vendredi 21 octobre et à Bruxelles au Collège Saint-Michel, puisque c'est la musique des jésuites, le vendredi. Et alors, ils vont assister, ils vont vraiment rehausser la bénédiction des orgues de l'église Saint-Loup. Mais voilà, ça c'est mon côté musique.
Et les bénéfices, ils font quoi puisqu'ils vont être Ah, mais les bénéfices, c'est l'ensemble Mokos, c'est un projet de tout un village. C'est un village, comme je dis, à presque 10 heures de Santa Cruz, donc en Bolivie. Je n'ai jamais été en Bolivie, je suis mexicaine et anglaise. Et tous les enfants de ce village, tous, ils ont une formation musicale que ça me donnerait envie que les enfants d'ici puissent arriver à avoir cette maîtrise musicale. Et alors, les responsables de cette école, ils disent qu'ils n'aiment pas quand les gens ils disent que les Indiens d'Amazonie, ils ont la musique dansante. Ils disent non, c'est le travail. C'est le travail. Ils ont peut-être une disposition pour la musique, mais pour avoir la maîtrise musicale qu'ils ont, c'est un acharnement et un travail, et tous les enfants travaillent. Et donc, tous les bénéfices, c'est pour l'école. Il y a plus de 250 enfants qui assistent à cette école. Oui, merci beaucoup. Tu vois que j'ai voilà une dame qui fait des choses pour les Indiens qui sont... Oui, on dit que les Congolais ont la musique ou la rumba dans les sons, c'est une basse. Je vais chercher une autre dame, puisque comme les exposés n'ont présenté que les hommes, Josette peut te mettre debout, puisque c'est une femme formidable. Elle a des projets au Congo, elle aide... José, tu peux dire bonjour à Tito et Tito me connaît très bien. Dido me connaît très bien. Et donc, voilà, on a avec la digitalisation. des femmes de qualité. Tu peux en 2 minutes. Bonjour tout le monde. Je m'excuse d'abord du retard. J'ai eu quelques problèmes, mais je suis là. C'est le plus important. Et là, c'est à fait. Donc, c'est nous, à FESDI, l'association d'appui aux femmes solidaires pour le développement intégré. Nous avons, comme elle a dit, on n'a pas beaucoup, on ne faut pas s'éterniser. Nous sommes un projet humanitaire. On s'occupe des femmes, on se bat pour l'autonomisation des femmes en milieu rural. Très bien. Mais qui éduque une femme, éduque toute une nation. Exact. Et derrière toutes ces femmes, nous avons, j'ai entendu parler de la musique, nous encadrons les petits avec les danses folkloriques, nous encadrons les plus jeunes avec d'autres activités. Nous sommes dans l'agriculture, dans l'élevage, et nous avons commencé avec l'énergie. Le projet date il y a plus de 20 ans, donc je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais on se bat pour lutter contre la pauvreté. Et si vous voulez, il y a un site web www.afsd.net. Merci. Mais quand elle dit qu'elle s'occupe de l'énergie, cette fille, elle a amené l'électricité dans notre village. Wow. Elle a mis une sorte de roue là qui tourne l'eau et qui donne l'énergie écologique. C'est vraiment... Tu as oublié à Bukavu, au Congo. À Kabare. Je suis de Bukavu. À Kabare. Oui. Chirunga. Et malheureusement, la route... Oui, on a eu un problème avec les inondations, les réchauffements climatiques. Ça a bazardé la rue. On y croit. Donc, imaginez la lumière dans les bananeraies. Ça fait du bien. C'est à quelle année? Ce n'est pas aujourd'hui, c'est à quelle année? Le projet d'il y a plus de... Quand on a mis l'électricité. Depuis 2009. Bravo, José, bravo. Mais on va permettre à quelques personnes de nous poser des questions maintenant. Vous voyez que vous avez une salle d'experts. Et Benoît Léloine, il représente le Centre d'action culturelle. C'est une association qui accompagne les ASBL pour permettre aux ASBL d'inspirer les OSI, d'inspirer à faire quelque chose dans leur pays, Je suis content quand je t'ai vu. N'est-ce pas dans tes missions où tu avais ajouté ça? Ce n'était pas dans tes missions de base. Elle est bien assise.
Voilà, je veux juste dire qu'on est un centre régional pour l'intégration des personnes étrangères d'origine étrangère, mais qu'à Namur, on a toujours voulu travailler depuis une trentaine d'années avec les associations, dont plusieurs sont présentes ici, et je les félicite encore pour tout le travail qu'elles ont fait à l'époque, et puis aujourd'hui, parce qu'on connaît ceux de l'époque, et ce sont parfois les mêmes qui durent toutes ces années, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, avec la région wallonne, on a pu demander à ce qu'il y ait une reconnaissance des associations, des OSIM, comme tu dis, qui travaillaient non seulement ici, mais aussi dans le pays d'origine. Il y avait des subsides à la région wallonne pour faire ça. Hélas, aujourd'hui, le ministre précédent a décidé, le bourgmestre a décidé d'arrêter ça. C'est bien dommage. En plus, il n'est pas là. C'est dommage pour lui. Parce qu'il est clair, et nous on le sait, que toutes les associations ont en même temps un travail ici, dans la société d'accueil, mais aussi toujours un lien avec le pays d'origine, toutes les associations, mais aussi toutes les personnes. Vous l'avez vraiment très bien dit tout à l'heure dans les exposés et dans les présentations d'expérience. Et donc nous, on voulait valoriser ça, évidemment, et on veut toujours valoriser ce travail qui est fait des deux côtés. Mais alors, soit on est une ONG et on a des sous pour faire là-bas, soit on est une association et on a parfois un petit peu de sous pour faire ici, mais reconnaître le travail ici et là-bas, on a encore du pain sur la planche parce que c'est pas encore vraiment reconnu, alors que vous le faites tous en fait, vous le faites vraiment tous. Et donc ça c'est vraiment important. Il y a les cotisations, il y a aussi l'argent personnel que chaque famille rapporte dans son pays d'origine. C'est connu que c'est quand même un apport important, parce qu'on parle de la coopération au développement, des ONG, etc. Mais quand même, toutes les études aujourd'hui démontrent quand même tout ce que les personnes apportent elles-mêmes financièrement dans leur pays d'origine, et ça c'est aussi à souligner. Donc, moi j'en profite pour vous féliciter tous et toutes pour tout le travail que vous avez toujours mené, que vous continuez à mener, et continuez, même si c'est parfois très difficile, on le sait, on vous soutient pour ça, mais continuez parce que grâce à vous, on y arrivera. Voilà. Merci beaucoup. Tout ça, c'est vraiment être avec les personnes qui nous soutiennent, qui vont nous donner après. Et donc, si on n'est pas soutenu, on ne peut pas aller loin. Michel, je te fais un clin d'œil. Et si on n'est pas intégré, on ne peut pas aussi faire des choses. On peut dire que notre pays d'accueil nous ouvre quand même des portes. Si on peut se retrouver dans ce temple, dans la maison de la culture de Namur, c'est puisqu'on ne doute pas de nous et on peut le faire. Nous occupons vraiment le cœur de la Wallonie. On est vraiment dans cette maison immense qui nous appartient ce soir, puisqu'après on va continuer avec la rumba. Donc, je n'ai pas demandé aux gens de nous poser des questions. Qui commence? Qui a une question? Qui a une question? S'il n'y a pas de questions, ah oui, je te vois. S'il n'y a pas de questions, moi je vais arrêter. S'il y a quelque chose ou un témoignage ou une question. Béatrice, il y a encore des témoins là. Oui, ils n'ont qu'à avancer. Il y a. Ouais. Ok. Bonjour. Je m'appelle Deon Amujimbo. Venez ici, venez ici. Je m'appelle Deon Amujimbo, je suis du Kivu, je suis originaire du Kivu. Et je vis en France depuis 2009. Ceux qui viennent du Kivu, certainement, même si on ne me connaît pas, mais ils connaissent ma voix. J'étais journaliste au Cameroun. Et quand j'ai entendu par hasard qu'il y avait cet événement sur la diaspora, je me suis dit, comme j'avais quelque chose à faire à Namur, je me suis dit, je vais aussi voir ce qu'il y a là-bas, ce qui se passe. Parce que je suis de la diaspora. D'abord, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais, je t'encourage. Toi aussi, Tito, Digo, maman, je sais, tout le monde. Ce que nous faisons pour notre pays, chacun dans son domaine, pour nos pays, parce que nous sommes de différentes diasporas. Aujourd'hui, je pense essentiellement de la diaspora congolaise.
chacun dans son domaine, informatique, oui. Moi, je suis de notre domaine. Je suis journaliste et écrivain. Et je pense que mon apport à la diaspora, au pays d'où je viens, se constitue en l'écriture. Et mon écriture, à moi, ce qui a fait que je fouille le pays sont les réalités que j'ai vécues, comparées aux réalités que je rencontre en France. Ça fait 14 ans que je suis ici. J'étais journaliste au Bukavu à la radio Akatachia, au moment du génocide du Rwanda. Quelques temps après, il y a une fondation suisse qui s'appelle Hirondelle, qui a été créée pour aider, pour accompagner, disons, les réfugiés Hutus qui ont dû faire fuir leur pays au moment du génocide. On a créé cette radio Akatachia avec des journalistes suisses, rwandais, donc Hutus et zaïrois, congolais. Mon travail c'était d'aller, je sais pourquoi j'ai trouvé comme ça, mon travail c'était d'aller tous les jours dans les 27 camps de réfugiés de Hutus, donc tout au long du lac Kivu. C'est ça mon travail pour faire les émissions sur la vie des réfugiés dans les camps. Tenez-vous bien, pendant 2 ans, j'allais dans ces camps tous les jours, et un jour, le 27 août, 28 octobre, pardon, tous ces camps ont été bombardés en une seule nuit, à 5 h du matin. Tous ces camps ont été bombardés. Les rares rescapés ont été poursuivis à travers la forêt jusqu'en Bandaka, où ils ont été décimés. Okay? Et moi, il y a 2 ans exactement, il y a un journaliste français que je respecte, que je connais très bien, qui connaît son travail. Il a publié un livre qui s'appelle La Traversée, il s'appelle Patrick de Saint-Exupéry. Un livre qui s'appelle La Traversée. Effectivement, la traversée est une partie du pays, ce qu'il raconte dans son livre, de Kigali jusqu'en Mandara, dans la forêt où ces Hutus ont été poursuivis, massacrés, c'est-à-dire qu'on peut parler d'éternité. Il dit qu'il n'a rien vu. Moi, ça m'a révolté. Ça m'a révolté, j'ai décidé d'écrire une sorte de contre-vérité sur les livres dont j'ai quelques exemples, qui s'appelle La honte à l'éducation de Paul Kagame. Je pense ma contribution à la diaspora, à la connaissance de la vérité. Parce que je suis vraiment déçu et fâché d'entendre que, ici en Europe, en France, en Belgique, au Canada, on entend que les pauvres Tutsis ont été tous décimés parce que ça n'est pas de Hutus. Jamais je n'ai entendu dire qu'il y a aussi, dans 30 ans, un seul Hutu, un seul Congolais qui a perdu la vie. Pour moi, c'est révoltant. Il y a eu le génocide au Rwanda. On parle du génocide des Tutsis. Mais on était en Bukavu, on a tous des amis, on s'en allait au Rwanda tous les jours et tout. Mais pendant le génocide, ils étaient tous Hutus et donc l'armée du général Habyarimana, président, et envahisseurs à l'époque on les appelait Tutsis qui venaient de Rwanda. Ils étaient tous armés de Kalachnikov, ils avaient tous des lance-missiles Katyusha. Il n'y a que les Tutsis, les Kalachnikov ne choisissaient que les Tutsis, pas les Hutus. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. Pardon mon frère, là on est au débat, puisque là on est des politiciens. Et j'aimerais que vous nous disiez, par rapport à l'écriture, comment l'écriture reste votre apport, c'est ça. S'il vous plaît, on n'est pas venu parler XY, mais on dit qu'est-ce que nous apportons, puisque là les émotions vous ont envoyé dans ce que vous avez vécu, mais aujourd'hui vraiment c'est comment, qu'est-ce que vous apportez, comme Roland fait son ordinateur, vous êtes écrivain, journaliste, vous pouvez seulement dire je vous présente mon livre et pas commencer à nous amener dans des trucs qui vont nous relever les trucs. Vous avez quelque chose à nous parler? Imagine, je suis François Journal, j'ai réussi à passer. Je suis pas assise pour un courrier, c'est déjà ça. Vous savez, je suis journaliste. Je suis journaliste, je suis journaliste. Et j'ai rencontré Guillaume Djambo, mon écrivain, un livre précédent que j'ai fait sur le Congo, des années sur le Congo de l'époque belge. Avec un journaliste qui était mon compagnon, qui était en Belgique, Luc Bédel, et qui a présenté le journal télévisé en Belgique pendant très longtemps. Son fils Benoît est là d'abord. Ce que je voulais dire, c'est que ce livre que nous avons écrit ensemble, effectivement, il a dit que c'était parti d'un coup de colère, parce qu'on est un coup de colère que Léo a eu, il a
voilà, donc ça, je voudrais écrire un livre pour dire la vérité, et donc il veut m'aider, donc on est parti tous les deux dans des recherches de témoignages de gens qui avaient vécu tous ces horreurs depuis 1994 jusqu'à maintenant, et on est arrivé à réaliser que malheureusement le pays est toujours en guerre. C'est ça qui est terrible. Et voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le privilège d'assister à un privilège, mais il y avait au Congo, à Bukavu et à Goma, au mois de décembre de l'année dernière, et j'ai constaté la grande misère qui règne, et notamment on était à Goma après un massacre qui avait eu lieu à Kichiché, près de Goma, par des troupes du M23, où l'ONU venait de dire qu'elles étaient tout à fait manipulées, par de la manipulation, parce que c'est encore la semaine prochaine. Oui, je suis encore là. Si vous faites encore une fois, je l'ai puisque j'aimerais que vous disiez, donc il y a un livre, je ne sais pas combien vous l'avez emmené, 23 €, ce sont des amis qui sont venus puisqu'ils ont vu nos publicités, n'est-ce pas? Et je récupère encore l'ambiance élémentale de ce que nous devons parler ce soir, c'est-à-dire l'apport de la diaspora. Je suis contente, puisqu'on peut écrire, il ne faut pas qu'on oublie notre histoire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'histoire. Je dis oui, mais je voyais encore l'émotion terrible. Attendez, c'est lesquels? C'est 63. Merci beaucoup. Vous appelez 53. Françoise. On va être amis, on va se parler beaucoup, on récupère la soirée et on continue. Sinon, on peut apporter du développement, on peut dénoncer, on peut écrire des livres, on peut amener de l'électricité, on peut s'occuper des enfants, on peut faire des ordinateurs, tout en restant ici et en gérant les émotions. Sinon, on devient moi-même, j'ai connu la guerre aussi. Il y a une question là. Voilà, merci Béatrice d'avoir interrompu. Nous sommes dans le vivre ensemble et dans la cohésion. Donc nous voulons la paix dans le monde et nous voulons la justice dans le monde, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Et c'est vrai que nous, la diaspora, en tant que maman, en tant que papa, en tant que tonton, on veut accompagner nos frères et sœurs qui vivent ici, mais aussi nos frères et sœurs belges, parce que nous sommes sur des territoires belges. Nous voulons accompagner nos frères et sœurs qui sont en Afrique, et c'est vrai que la souffrance de l'Afrique nous touche énormément. Mais on est vraiment dans le vivre ensemble, et donc ce qu'on veut mettre en avant, c'est la positivité, c'est des choses qui sont faites aujourd'hui par les jeunes. Ici, j'ai Armel, s'il te plaît, tu peux venir. Donc, moi, la Soleil accompagne les jeunes. Et donc, c'est vrai que dernièrement, on a fait une conférence sur la fracture numérique. Il y a la fracture numérique en Belgique, que surtout pour les personnes âgées et les personnes de classe sociale faible. Donc, c'est une réalité. Il y a la fracture numérique dans plusieurs pays d'Afrique, et notamment au Congo. Et l'injustice qu'on sent au niveau du Congo, au niveau de la fracture numérique, là on accompagne une école qui est une école primaire, il y a 2000 élèves et il n'y a que 2 PC. Alors que les matériaux utilisés, comme vous le savez, le coltan, vient des mines. Et donc ce qu'on veut juste, c'est qu'il y ait juste une petite justice. Simplement, pour penser à nos mamans, à nos papas, à nos jeunes. Dans les études et dans leur projet de vie. Ce que moi, la Soleil, essaye de faire aussi, avec Ahmed qui est co-président, je suis co-président, donc nous sommes avec des jeunes de plusieurs nationalités et nous voulons vraiment accompagner les jeunes en Afrique aussi dans la réalisation des projets pour pouvoir développer le pays. Et donc, Roland est avec nous. Merci vraiment, beaucoup. Voilà, Roland est une première personne que voilà. Il a vraiment une entreprise qui est super intéressante, que nous voulons accompagner. Et merci à Béatrice de pouvoir le mettre aussi en visibilité aujourd'hui. Et nous continuerons à mettre en visibilité les autres personnes de la diaspora. Oui, oui. Et alors, on ne va pas oublier, évidemment, le plaisir de la bouche. Donc là, vous avez entendu. Là, c'est Béatrice qui me rappelle. Il y a des timés qui sont proposés. Il y a le bar qui est là pour aussi déguster des boissons. Il y a des boissons de jus de baobab.
de fruits de baobab qui sont vraiment des fruits traditionnels, donc qui a été fait hier. Il y a de jeux de gingembre. Oui, c'est bien parce que quand on a commencé les ordinateurs, on voulait faire de ce qu'il existe sur Wikipédia, en fait, des bibliothèques numériques dans des clés.